cette première année en tant que productrice indépendante, j'ai évidemment toutes les difficultés liées à l'installation. Monter des serres, démarrer sur une prairie des cultures. Heureusement qu'on avait quand même déjà une serre avant, que j'avais déjà cultivé une partie du terrain de manière un peu plus, on va dire, dilettante. Mais le gros, allez, les 2 tiers du boulot les 2 tiers du champ étaient à démarrer, quoi. Et donc ça, c'était particulièrement difficile, surtout en période de Covid. Et évidemment, dans tout ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments critiques. Toute la technique liée au maraîchage, mais aussi toute l'installation des serres et le travail vraiment très lourd qui est lié au démarrage d'un sol. Et dans ce boulot-là, un des éléments clés, c'est quand même la présence de l'eau. Et donc moi, je ne voulais de toute façon pas commencer sans avoir accès à l'eau. Et donc le premier investissement que j'ai fait, c'était un raccordement à l'eau. Et celui-là, il a été fait il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans, avant que je commence quoi que ce soit en fait. Mais bon, c'est de l'eau de ville qui a son prix. On est censé avoir un mécanisme qui fiscalement nous aide pour les agriculteurs, mais en fait c'est quelque chose qui se régule après plusieurs années, qui est conditionné à la surface, etc. Donc c'est pas génial. D'autre part, l'eau de ville n'est pas idéale non plus pour cultiver. C'est pas mauvais, mais bon, il y a du chlore, il y a des choses qui sont pas démentes pour la vie du sol. Et donc on était très motivés par la récupération d'eau de pluie sur les serres qui permettent évidemment ça. Goutte à goutte, il marche en gravitaire. Ouais. Donc tu as les citernes, les cuves là, dans le fond des serres. Le problème c'est d'installer les tuyaux, les drains pour récupérer l'eau et surtout d'avoir un espace pour la stocker. Une mare, une citerne enterrée. Alors évidemment une mare c'est moins cher, mais tout ça c'est quand même déjà des gros investissements. Et donc la dernière solution qui s'offre à nous pour l'eau, c'est le forage. Donc le forage, c'est un prix fixe pour toute la machinerie, plus un montant pour chaque dizaine de mètres qu'on creuse en plus. Et donc voilà, c'est vraiment des gros travaux. On s'est dit qu'il fallait compter pour chez nous environ 10 000 € quoi, pour ça. Et pour la mare, c'est aussi un gros budget. À côté de ça, il y a encore le système d'irrigation. Et donc, pour avoir, je dirais, une sécurité et une autonomie au niveau de l'eau, si on arrive encore à puiser de l'eau, hein, eh bien, c'est déjà des investissements très très lourds avant même de commencer. Et donc, on n'a pas tout fait d'un coup, on a décidé de fonctionner sur l'eau de ville pour commencer. Je dis que tu verras des plantes qui ont un peu soif, mais pas des plantes qui crèvent à cause de la sécheresse, parce qu'on arrose beaucoup, quoi. Et alors nous, on peut encore tricher, on peut arroser, on peut mettre des plants qui ont été irrigués, etc. Mais les champs là à côté, moi je sais pas comment ça pousse, hein, c'est de la magie. Hein. Voilà, alors l'autre axe qui moi me tient très très fort à cœur, parce que je crois que ce problème d'eau, c'est comme pour tout, la solution n'est pas unique. Et donc il y a un autre facteur sur lequel il me semble essentiel, même vital de jouer, c'est la capacité de stockage d'eau dans le sol. Quand on creuse ici, donc déjà c'est super meuble, parce que ça fait 2 ans qu'on met de la matière organique. Et sur une couche quand même assez importante, on a une super structure de sol. Et surtout, on garde l'humidité vraiment bien, quoi. Ça n'a pas été arrosé ces derniers jours. Et voilà. Et donc tout ça avec finalement au-dessus une couche de paillage relativement fine. Ici c'est des tontes. Et l'avantage c'est quand même que d'une part c'est assez riche en azote. Et en même temps on n'a pas besoin d'une grosse épaisseur pour vraiment isoler le sol de la chaleur, quoi. Enfin, et pour éviter l'évaporation en fait. La texture du sol, le fait qu'on ait un limon fin, c'est déjà pas trop mal. Pour stocker de l'eau, c'est beaucoup mieux que du sable, mais on peut améliorer ça très très nettement en améliorant le taux d'humus du sol. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut amener de la matière organique.
Et il faut même un peu de matière ligneuse pour créer des humus vraiment stables qui vont faire un effet éponge, qui vont permettre de stocker l'eau. Voilà un endroit ici, on a amendé le sol avec pas mal de compost et du fumier, mais on n'a pas gardé couvert en permanence. Donc on a un peu intégré la matière organique. Et donc on voit que c'est aussi humide, mais il faut aller plus profond quoi, pour garder l'humidité. Voilà, je trouve un peu moins beau que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est déjà pas mal. Évidemment, on a d'autres problèmes comme l'enherbement. Ça va toi? Voilà, ça c'est notre petit, comment on dit, anti-mulot bio, le chat. Ouais. Voilà, donc ça c'est le maïs que j'ai mis un peu n'importe comment, parce que j'avais envie d'essayer. Je l'ai oublié 3 semaines avant de le planter. J'aurais jamais cru qu'il reprendrait, il a repris. Et donc là j'ai déjà récolté et vendu, mais ça m'intéressait aussi de l'avoir pour justement pour la matière organique, pour la biomasse, comme le topinambour qui est derrière toi. Et voilà, donc on va le broyer et on va l'utiliser. Et ça, je pense que je continuerai pour cette raison-là, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, en fait, c'est un ancien champ de maïs. Ils mettaient du maïs tous les ans, quoi. Et on sent fort la différence entre cette moitié ici où il y avait un champ de maïs, même si ça fait plus de 4 ans maintenant que c'est fini, et l'autre côté qui a quand même, qui a été cultivé, mais qui a aussi été une pâture assez longtemps. Et donc ici, on est dans un champ de maïs conventionnel, hein, c'est chez le voisin, et le sol a été travaillé plein de fois, mais il n'y a eu aucune matière organique. Et il est meuble parce que c'est un limon, enfin meuble. Il garde plus ou moins le travail du sol, la mémoire du travail du sol. Mais voilà, au niveau humidité, par contre, il y a quand même encore quelque chose. Hein. Il y a quand même encore quelque chose, c'est quand même un sol de malade. Ce limon, c'est dingue, mais c'est pas la même chose qu'à côté, quoi. Et les maïs, franchement, on se demande comment ils arrivent à pousser, quoi. C'est des survivants, quoi, pour moi. Il y a un peu d'eau, Voilà. Mais bon, voilà la poussière aussi, quoi. Hein. Ouais. Même si on prend une couche qui est un peu plus profonde, ça reste vachement poussiéreux, quoi. Donc là, on a apporté pas mal de broyat, ce qui est bien, ce qui n'est pas toujours facile pour les cultures parce que ça amène beaucoup de champignons. Alors quand on a une salade qui pousse dans les champignons, voilà. Ce qui n'est pas du tout facile pour le désherbage parce qu'on ne sait pas passer avec une belle petite rasette dans des copeaux ou des trucs assez épais. Ce qui peut amener de la fin d'azote si on n'équilibre pas avec d'autres apports plus azotés. Voilà, mais malgré les difficultés, j'ai l'impression que c'est un investissement sur le long terme. Qui va en quelque sorte protéger l'outil de travail qu'est le sol. Bon, après, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même amener de l'eau parce que sinon, il ne se passe rien dans le sol. Il n'y a pas de vie et donc le bois, le broyat, il reste là et c'est fini, quoi. Hein. Et je dis, il y a un tout petit peu d'humidité avec la grosse pluie d'hier, mais c'est pas ça qui va permettre à un truc repiqué de reprendre ou à une graine de germer, évidemment. Voilà, c'est pas encore fini une fois qu'on a amené la matière. Et donc ça, c'est la première année, on a amené pas mal de broyat, mais pas partout. La deuxième année, on a continué. Et alors en plus, on met du fumier. Et en plus, à partir des mois plus chauds, on paille. Et donc ça va permettre de limiter l'évaporation en surface, qui est quand même importante. Il y a plusieurs facteurs d'évaporation. Il y a les plantes qui doivent transpirer, donc elles ont trop besoin d'eau, sinon elles crament. Et ça, c'est vraiment un facteur hyper important. Mais l'autre facteur, c'est le sol, quoi. Si le sol est à nu, fatalement, il y a plus d'évaporation. Ça fait longtemps. Et voilà, je devrais faire ça à la fourche, mais au final, ça va quand même plus vite. En faisant n'importe quoi. Donc les gens te lancent leur herbe et tu la récupères, c'est magnifique. Le plus gros fournisseur, c'est juste à côté, là, le dressage de chiens. Oui. Et alors on tond aussi nous. Je pense qu'au vu des résultats, si on regarde les zones où il y a eu pas mal de matière, même des copeaux qui sont déjà pas mal décomposés après 2 ans, on voit vraiment une différence énorme par rapport à une zone où on n'a rien fait. Et donc
Je suis assez contente de cette solution-là qui a l'avantage d'être assez low-tech, même si elle est assez lourde en termes de manutention, quoi. Et j'espère qu'on va pouvoir se contenter d'un apport initial de matière organique relativement important pour aller vers plus un entretien d'une année sur l'autre et pour aller aussi vers des particules, on va dire, plus fines, qui sont plus faciles à manipuler. Il n'y a pas que ça, non, on doit aussi faire attention aux variétés qu'on cultive, à aussi avoir une assez grande diversité. Je pense que la diversité des cultures est intéressante parce qu'il y en a toujours certaines qui vont mieux résister aux conditions qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on a globalement un climat plus chaud et plus sec, mais ce qu'on a aussi, c'est des très grandes irrégularités, ou enfin, de très grandes variations. Comment on réagit face à ça? C'est déjà un métier qui est vraiment complexe de base, j'ai envie de dire. Ça, je crois. Et voilà. Donc quand on se lance, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on essaye et qu'on rate. Moi, dans les cultures que j'ai faites cette année, il y a quand même beaucoup de trucs où je me suis donné beaucoup de mal et qui ont réussi moyennement. Et il y a d'autres trucs où c'est un peu comme ça et c'est arrêté, et d'autres où ça a très bien réussi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Ça ne simplifie pas les choses évidemment, mais je me dis, voilà, peut-être l'intérêt de démarrer, c'est qu'on démarre avec les conditions qu'on a maintenant. On voit bien que les conditions climatiques sont en train d'évoluer et on sait qu'on doit tenir compte de ça et on ne fait pas les choses en pensant qu'elles ne changeront pas ou en espérant qu'elles ne changeront pas ou en ayant toute une logistique qui va avec certaines conditions et en espérant qu'on va pouvoir les maintenir mais en ne sachant pas. Donc je pense que le fait aussi d'être assez light dans les outils, dans le matériel qu'on a, va aussi parfois nous permettre une plus grande flexibilité, quoi. Mais voilà, non, ça reste pas facile. Moyen tech. Enfin, je ne sais, je veux pas, parce qu'il n'y a rien à faire physiquement, on peut pas, voilà, on peut pas faire, on n'est pas des personne, je ne suis pas une surfemme, mon mari n'est pas un surhomme, et je crois qu'il y a des gens qui sont plus, enfin, qui ont des plus grandes capacités physiques que d'autres, et dans les maraîchers, dans les agriculteurs aussi, mais je pense que se reposer uniquement là-dessus, ça peut pas suffire, quoi. Je fais pas ça toute la journée. Donc les moments où je taille, parfois je suis assise ou voilà, et j'arrive pas moi à tailler très vite par exemple, sinon je coupe mes doigts ou je coupe des tomates, mais je coupe pas ce que je dois. Et donc je pense pas que je sois à plus que 2 heures de travaux lourds par jour en moyenne. Le problème c'est que j'ai tendance vraiment à me baisser tout de suite dès qu'il y a un truc, quoi. Ça je dois un peu apprendre à me discipliner et pas à me jeter par terre, quoi. Dès que je vois une mauvaise herbe, et comme tu peux voir, il y en a quelques-unes. Aucune machine, je veux dire, sans le motoculteur, on n'y arrivait pas. Et je crois qu'il ne faut pas non plus être trop puriste, quoi, dans le sens où ça aurait pu être un petit tracteur ou ça aurait pu être autre chose. Voilà, je pense que s'il y a peut-être un secteur dans lequel ça vaut peut-être le coup de brûler un peu de pétrole, c'est peut-être dans la reconversion de l'agriculture, plutôt que dans des voyages en avion, hein. Voilà. Je pense vraiment qu'être puriste, ça pourrait parfois nous freiner. Un peu et à son rythme aussi, hein. Les gens qui commencent par acheter du bio industriel de merde au Carrefour, ils vont peut-être plus loin après, quoi. Tu sais, les gens, ils viennent ici, ils voient ce que j'ai, ils prennent, et ce qu'ils trouvent pas, ils vont prendre au supermarché, quoi. Je trouve ça pas mal. Ils passent chez moi avant. Ouais. Bon, voilà, moi je suis pas là pour militer, mais c'est vrai que si je pique des clients au supermarché, je suis contente. Et comme par hasard, ils font tous du vrac et du bio, quoi. C'est quand même marrant. Mais les gens ne sont pas dupes, je trouve. Je trouve que pas mal de gens
ont envie de changement, mais sont un peu piégés dans un système et que quand on leur propose une alternative qui est à leur portée, qui ne leur demande pas un effort trop énorme d'adaptation, ils prennent la balle au bout, quoi. Et je pense que on peut avoir des initiatives très radicales et c'est très bien, mais on ne doit pas. Que parfois ça permet à certaines personnes de rentrer plus facilement dedans. Quand moi je vais à l'école en bleu de travail et que les autres mamans me demandent ce que je fais, je leur explique, et puis après elles viennent m'acheter des légumes, et en fait ça leur semble peut-être plus naturel que ça soit quelqu'un, ça pourrait être elles qui le font aussi. Quand je vois la manière de choisir les légumes, tu vois, moi je mets les légumes comme ça sur le petit magasin, et je peux mettre un truc récolté hier et un truc récolté aujourd'hui, c'est toujours le truc récolté aujourd'hui qui va partir en premier, quoi. Les gens ont vraiment du feeling, ils croient qu'on a oublié tout ça, mais franchement, ils voient la différence, tout le monde voit la différence, quoi. Il suffit juste d'avoir l'occasion, en fait. Ouais. La permaculture, c'est vraiment une manière de gérer les écosystèmes, la production, mais à très grande échelle, quoi. Et là, tu ne fais pas que des légumes, tu ne fais pousser que des légumes, tu as 80% d'arbres, tu as un peu de prairies, tu as plein d'animaux sauvages qui se promènent là-dedans, tu as un petit carré de légumes de 5% de la surface, toute une gestion de l'eau qui vient avec, c'est totalement génial, mais je vais me lever relativement tôt, mais voilà, c'est plus le soir. Et c'est quand même le matin qui fait le plus frais, hein. Moi, je me lève à 7h, je devrais me lever à 5h, mais je me lève à 7h. Mais la plupart des maraîchers, ils sont sur leur champ à 6h au grand plus tard, quoi. En tout cas en saison. Donc je suis encore un peu une amateur à ce niveau-là. Faudrait t'acheter un nouveau réveil. Bah, j'en ai au moins 2, quoi. Ça suffit pas. Faut pas se prendre au sérieux, mais aussi il faut pas être dans un cliché de révolutionnaire. Tu vois ce que je veux dire? On peut, mais on doit pas. C'est pas parce qu'on n'est pas à fond radical que ça sert à rien, ou voilà. Et c'est pas parce que on n'a pas l'air super radical qu'on n'a pas certains principes auxquels on dérogera pas non plus. Et c'est pas parce qu'on veut que ça soit rentable qu'on n'a pas de principes, ni parce qu'on a des principes que ça ne peut pas être rentable, quoi. Ça, tout ça, il faut un peu déconstruire tout ça, quoi. Très bien, super. À plus, hein. Bon, celle-là, elle est pas dingue. Oui, au revoir. Hein. Tiens. Voilà. 1 kilo. C'est vrai que moi, avoir des variétés adaptées à la sécheresse et tout ça, je crois pas que ça suffise. Parce que t'as quand même besoin d'eau pour que ton sol vive un peu. Mais oui, la règle générale, c'est quand même que ça pousse, hein. Franchement, si ça a de la flotte,